L'Ukraine a vaincu la flotte de la mer Noire de la Russie sans un seul navire, sans destroyer, sans sous-marin, sans marine. Et pourtant, à la mi-2025, près de 40% des navires de guerre et des sous-marins russes avaient été détruits ou mis hors service. Y compris son navire amiral le plus précieux. La force navale la plus dominante de la région a été repoussée, non seulement jusqu'en Crimée, mais au-delà. Alors, voyons comment l'Ukraine a réussi le bouleversement naval le plus spectaculaire de l'histoire moderne. Au cours des premiers mois de la guerre, le blocus russe dévastait l'économie ukrainienne. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, expédiant du blé et du maïs vers les pays de l'OTAN, et au-delà, y compris pour des milliards de dollars de céréales rien qu'en Chine chaque année. En mars 2022, les exportations ukrainiennes ont chuté de près de 50%. En décembre de la même année, elles étaient encore en baisse de près de 49% par rapport au niveau d'avant-guerre. La stratégie de la Russie était simple, étrangler économiquement l'Ukraine, pendant que ses forces terrestres avancèrent depuis l'Est. Sans exportation maritime, l'Ukraine manquerait d'argent pour financer sa défense. Mais à l'automne 2023, quelque chose de remarquable s'est produit. L'Ukraine a exporté 55 millions de tonnes de marchandises par la mer Noire. À la fin de 2024, ce chiffre avait presque doublé, pour atteindre 88 millions de tonnes. Et, en janvier 2025, il est pratiquement revenu au niveau d'avant-guerre et s'est stabilisé depuis. C'est l'une des opérations de bris de blocus les plus réussies de l'histoire moderne, et elle n'a pas été réalisée en construisant une marine traditionnelle. L'Ukraine a réussi cela grâce à une combinaison d'innovation, de désespoir et de soutien occidental qui change fondamentalement la façon dont la guerre navale fonctionne. La première couche de défense était constituée de mines traditionnelles et de missiles côtiers. L'Ukraine a déployé stratégiquement des centaines de mines navales de l'époque soviétique le long des points d'invasion probables. Les chiffres exacts restent classifiés, mais ces mines ont créé des zones d'exclusion que les navires russes ne pouvaient pas traverser en toute sécurité. La Russie a répliqué en posant ses propres mines, soi-disant pour empêcher le commerce depuis Odessa, bien que les deux camps se soient accusés mutuellement d'avoir délibérément relâché des mines dans les eaux internationales, indépendamment de qui avait déployé quoi. L'Ukraine a réussi à bloquer des sections vitales de son littoral aux navires de surface russes. Pour les menaces à plus longue portée, l'Ukraine a tiré parti du système de défense côtière RK-360 MC Neptune récemment réaménagé. Le missile R-360 Neptune possède une portée étendue, permettant à l'Ukraine de frapper potentiellement des cibles dans toute la mer Noire, associée à l'artillerie côtière à courte portée, efficace sur plusieurs dizaines de kilomètres au large. L'Ukraine a créé ce que les planificateurs militaires appellent un triangle défensif, mines, artillerie et missiles travaillant de concert, mais ses capacités défensives font pâle figure face à ce qui a suivi. L'Ukraine a développé des drones navals sans pilote, salué comme l'une des innovations militaires les plus rapides de l'histoire moderne, avec des applications pratiques dévastatrices. Le Magura V5 est devenu le tueur de navires de précision de l'Ukraine. Ce petit drone en forme de navire a une portée allant jusqu'à 800 km avec 60 heures d'autonomie, ce qui lui confère d'excellentes capacités de patrouille et de surveillance. Il navigue à une vitesse d'environ 22 nœuds, soit 40 km par heure. Mais surtout, il peut transporter une charge explosive de 200 kg qui explose lorsque le Magura V5 s'approche ou percute un navire ennemi. De plus, le drone transmet des vidéos en direct aux opérateurs situés à des centaines de kilomètres, ce qui signifie qu'il peut mener aussi bien des frappes offensives que des missions de surveillance pure. Un commandant du renseignement militaire ukrainien a expliqué « Nous n'avons pas cherché à renforcer l'ogive pour détruire un navire en un coup, nous avons choisi une autre approche. Nous avons attaqué en essaim, en portant 5 frappes ou plus sur de grands navires pour causer des dégâts critiques. Considérez cela comme l'équivalent naval des drones quadricoptères, qui dominent aujourd'hui la guerre terrestre, sauf qu'ils ont une portée 20 fois supérieure. Alors que le Magura V5 sert de polyvalent, le drone Sea Baby fait office d'artillerie lourde. Le modèle Sea Baby plus récent transporte 860 kg d'explosifs, atteint une vitesse maximale de 90 km par heure et peut parcourir jusqu'à 1000 km. C'est presque 4 fois la charge explosive d'un Magura V5, conçu spécifiquement pour dévaster des cibles statiques, comme des navires à quai ou des infrastructures de construction navale. En juin 2024, l'Ukraine a également dévoilé le Stalker 5.0, essentiellement une version plus petite et plus furtive du Magura V5,
conçus principalement pour le transport naval, mais pouvant être équipés de 135 kg d'explosifs si nécessaire. Ce sont bien plus que de simples bateaux télécommandés. Ce sont des systèmes d'armes intelligents, dotés d'imagerie thermique et de capacités de guerre électronique, qui offrent aux opérateurs ukrainiens d'énormes avantages sur les systèmes de détection visuelle russes. Les équipages russes sont obligés de tirer à l'aveugle dans l'eau sombre sur des cibles qu'ils peuvent à peine voir, tandis que les opérateurs ukrainiens observent des flux vidéo en haute définition à des centaines de kilomètres de là. Puis l'Ukraine a de nouveau réécrit les règles du jeu. À la fin de 2024, un Magura V5 a détruit un hélicoptère russe Mi-8 et en a endommagé 2 autres lors de 3 attaques distinctes. C'était la première utilisation signalée d'un missile air-air lancé depuis un engin maritime sans pilote. Le missile utilisé était un Wimpel R-73, nom de code AA-11 Archer selon l'OTAN, normalement utilisé sur les chasseurs MiG et Sukhoi. En adaptant le lanceur de jet à un drone naval, l'Ukraine peut désormais utiliser les missiles d'avions soviétiques restants pour menacer les avions russes loin de l'espace aérien ukrainien, sans déployer ses propres chasseurs précieux nécessaires à la défense aérienne. Mais les hélicoptères ne suffisaient pas. En mai 2025, à environ 50 km à l'ouest de Novorossiysk, des Magura V5 modifiés auraient abattu 2 chasseurs russes Su-30 SM à l'aide de missiles AIM-9 Sidewinder. Laissez-vous bien imprégner de cette information. Des chasseurs à 50 millions de dollars détruits par des drones navals. Le service de sécurité d'Ukraine a dévoilé une version mise à jour du Sea Baby en octobre 2025 en mettant l'accent sur ses capacités de plateforme polyvalente. Des systèmes de communication améliorés reposant sur Starlink avec de multiples sauvegardes offrent redondance et fiabilité, permettant au Sea Baby de déployer des explosifs ou de transporter des missiles à proximité des ports russes. De plus, le modèle le plus récent a intégré l'IA pour le ciblage et la navigation, tout en augmentant sa portée opérationnelle à plus de 1500 km et sa capacité de charge à 2000 kg. Cela lui permet de transporter des explosifs, des mines et même des tourelles anti-aériennes dédiées, des mitrailleuses ou des lance-missiles. Lorsque nous combinons les capacités défensives, les mines et missiles défensifs, ainsi que les essaims de drones innovants de l'Ukraine, le pays a accompli quelque chose de remarquable. Cela a rétabli le commerce maritime tout en détruisant simultanément la capacité de la Russie à projeter sa puissance navale. Chaque expédition de céréales finançait de nouveaux drones, permettant plus d'attaques contre les navires russes et renforçant la sécurité maritime. La stratégie de blocus de la Russie s'est retournée contre elle de façon spectaculaire, devenant un catalyseur pour l'innovation ukrainienne plutôt qu'une capitulation économique. Mais la révolution navale de l'Ukraine va bien au-delà du simple fait de couler des navires. Leurs capacités de frappe à longue portée ont fondamentalement modifié l'équilibre stratégique dans toute la région de la mer Noire. Nulle part cela n'est plus évident qu'en Crimée. En juin 2025, l'Ukraine a lancé sa 3e attaque majeure contre le pont de Kertch, la connexion vitale reliant la Crimée à la Russie continentale. Les services de renseignement ukrainiens ont rapporté avoir placé plus de 900 kg d'explosifs à la base du pont. Le pont de Kertch est le projet favori de Poutine, symbolisant son objectif de rattacher définitivement la péninsule ukrainienne à la Russie. Plus concrètement, il sert de l'une des principales lignes d'approvisionnement pour les troupes russes opérant dans le sud de l'Ukraine. La vulnérabilité du pont oblige la Russie à faire un choix impossible, défendre chaque mètre de cette structure exposée, ou bien miser sur des lignes d'approvisionnement terrestres plus lentes et risquées à travers le Donbass occupé, constamment ciblées par les attaques ukrainiennes à longue portée. Mais le véritable objectif stratégique concerne Sébastopol elle-même. Sébastopol est le quartier général de la flotte russe de la mer Noire depuis l'époque impériale, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Le quartier général a été déplacé à Novorossiysk, mais la Russie a payé l'Ukraine pour continuer à stationner des navires à Sébastopol. Après l'annexion de la Crimée en 2014, Sébastopol est redevenu le centre des opérations navales russes, avec des siècles de développement, des lignes d'approvisionnement établies et une infrastructure défensive. Sébastopol offrait à la Russie une position optimale pour contrôler l'ouest de la mer Noire et menacer les opérations côtières ukrainiennes. Les drones longue portée de l'Ukraine, comme les Magura V5 et le Sea Baby, mettent en danger chaque navire et chaque bâtiment à Sébastopol. Cela a forcé les navires russes à se replier vers des ports comme Novorossiysk, Demrouk et Taganrog, à plus de 300 miles des côtes ukrainiennes.
Le service de renseignement Black Sky a fourni des images satellites détaillées, montrant des bâtiments en ruine et des quais vides à Sébastopol. Avec une analyse améliorée par l'IA suggérant une baisse de 18% du nombre de navires détectés entre 2022 et 2024, ce déplacement géographique dégrade fondamentalement les capacités russes opérant depuis Novorossiysk au lieu de Sébastopol, augmente la consommation de carburant, réduit le temps de patrouille près des eaux ukrainiennes et complique le soutien logistique. Les navires passant plus de temps en transit ont moins de temps pour les missions opérationnelles. Au printemps 2024, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la flotte russe de la mer Noire était fonctionnellement inactive, non endommagée, non réduite, mais fonctionnellement inactive. L'Ukraine a rendu l'une des plus grandes marines du monde, ou du moins une partie de celle-ci, stratégiquement insignifiante, et cela, Zebobi, a des répercussions bien au-delà du simple commerce. Chaque frappe sur les infrastructures de Crimée coupe l'un des canaux logistiques les plus importants de la Russie vers le sud de l'Ukraine. Le pont de Kertch est en réalité l'une des seules liaisons fiables que possède la péninsule de Crimée avec la Russie continentale, sans compter les parties occupées du Donbass qui restent sous des bombardements ukrainiens constants. Sans ligne d'approvisionnement sécurisée passant par la Crimée, les forces russes opérant dans les oblasts de Kherson et de Zaporizhia font face à des défis logistiques exponentiellement plus importants. Chaque missile, chaque obus de char, chaque repas pour les troupes russes devient plus difficile à acheminer. Cette pression stratégique explique pourquoi l'Ukraine continue de cibler les infrastructures de Crimée, malgré la difficulté technique des attaques et l'attention internationale qu'elles suscitent. Et les capacités à longue portée de l'Ukraine s'étendent au-delà de la Crimée jusque sur le territoire russe, puisque les forces ukrainiennes ont frappé des ports russes sur la côte de la mer Noire, y compris, selon certains rapports, des sous-marins. À Novorossiysk, en décembre 2025, l'Ukraine a affirmé avoir touché un sous-marin de classe Kilo, avec un drone sous-marin, ce qui serait la première fois qu'un drone sous-marin détruit un sous-marin. Des images satellites de Vantor ont montré des dégâts sur la section principale du port. Bien que la Russie ait nié qu'un sous-marin ait été endommagé, que cette attaque spécifique ait réussi ou non, les implications stratégiques sont claires. Les sous-marins russes, jadis en sécurité dans leur port, sont maintenant vulnérables aux attaques. Cela est important car l'arsenal de sous-marins de la Russie reste l'un des outils de projection de force les plus importants du pays, en particulier vis-à-vis de l'OTAN. La Russie exploite 8 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de la classe Boré, chacun transportant 16 missiles nucléaires, constituant une partie cruciale de la dissuasion nucléaire russe. 3 sous-marins d'attaque supplémentaires de la classe Yasin offrent une flexibilité tactique grâce à des missiles de croisière et des capacités anti-navires. Le Bureau du renseignement naval des États-Unis considère la classe Yasin comme la moins détectable parmi les sous-marins nucléaires russes et chinois, ce qui en fait de véritables menaces pour les opérations navales de l'OTAN. Mais voici le paradoxe. La Russie n'a pas utilisé ses sous-marins avec beaucoup d'efficacité dans cette guerre. La raison est simple. La Russie attaque une nation qui ne possède pas d'atouts maritimes notables. L'Ukraine n'a aucun destroyer à chasser, aucun groupe aéronaval à menacer, aucun convoi d'approvisionnement maritime à intercepter. La mer Noire elle-même n'est pas particulièrement adaptée aux opérations de sous-marins en haute mer. Elle est peu profonde comparée aux océans, et les détroits turcs étroits créent des points d'étranglement, rendant les mouvements des sous-marins détectables. Et surtout, un sous-marin armé de missiles nucléaires ne lancera pas réellement d'armes nucléaires contre l'Ukraine. Vladimir Poutine sait que lancer des missiles nucléaires sur un pays non nucléaire provoquerait une riposte nucléaire immédiate de l'OTAN, entraînant une catastrophe liée à la guerre nucléaire. Les principaux atouts navals russes restent inactifs, ou effectuent seulement des frappes limitées de missiles de croisière. Ils pourraient aussi facilement le faire depuis des navires de surface ou des lanceurs terrestres. Les sous-marins représentent une dissuasion contre une intervention de l'OTAN, pas des outils pratiques pour conquérir l'Ukraine. C'est un décalage fondamental entre les capacités navales de la Russie et les besoins réels de cette guerre. Ils ont construit une marine pour contrer les groupes aéronavals de l'OTAN, pas pour soutenir une invasion terrestre d'un pays voisin. Et la situation des sous-marins illustre un problème plus large, l'incapacité de la Russie à entretenir et moderniser ses forces navales. La Russie possédait autrefois plusieurs porte-avions, mais la plupart ont finalement été vendus à d'autres pays, la Chine et l'Inde ayant acheté des porte-avions russes désaffectés pour lancer leur propre programme. Un seul est resté, l'amiral Kuznetsov. Le Kuznetsov était censé être la plateforme de prestige de la Russie, la preuve que la Russie restait une puissance navale mondiale. Mais en juillet 2025, des rapports
ont suggéré que la Russie pourrait en fait mettre à la casse son unique porte-avions, plutôt que de terminer sa modernisation. Prenez un instant pour y réfléchir. La Russie abandonnerait son seul porte-avions, réduisant ainsi sa flotte de porte-avions à zéro. Le Kouznetsov est entré en service en 1991 et est hors service depuis 2017, subissant des réparations qui ne semblent jamais se terminer. Le navire avait commencé une courte révision après son déploiement en Syrie, mais des accidents, retards et surcoûts l'ont maintenu à quai depuis. Selon une analyse, l'état physique actuel du navire serait catastrophique, mais le véritable problème est plus profond que l'ensemble, l'entretien. Plus de 8 ans hors service ont permis au capital humain de l'aviation navale russe de dépérir. Sans pilotes et équipage aérien former maintenant leurs compétences, les opérations sur porte-avions deviennent pratiquement suicidaires. Même si le Kouznetsov retournait en service, reconstituer une escadre aérienne fonctionnelle pour l'équiper prendrait des années. La seule solution rapide serait que les pilotes russes s'entraînent sur des porte-avions chinois ou indiens, et rien n'indique que cela se produise. Cela place la Russie très loin derrière les puissances maritimes comme les États-Unis, qui possèdent 11 porte-avions nucléaires, mais aussi la France, la Grande-Bretagne et même la Chine en matière de projection de puissance aérienne en mer. Et la mise à la casse serait un aveu humiliant que la Russie n'est même plus capable de maintenir un seul porte-avions. Bien sûr, on pourrait théoriser qu'il s'agit d'une manœuvre stratégique visant à concentrer les forces russes sur la défense, où des avions basés à terre suffiraient théoriquement. Mais cela révèle plus probablement la dure vérité. La Russie n'a plus l'ambition de maintenir son statut de puissance navale après sa défaite monumentale en Ukraine. La pourriture s'étend à l'ensemble de l'infrastructure navale russe. Selon la fondation Jamestown, la société de construction navale russe a enregistré des pertes nettes de plusieurs centaines de millions de dollars. Et ce, malgré des milliards de revenus déclarés. La Russie tente toujours de moderniser sa flotte, en répartissant ses efforts entre la modernisation des missiles de croisière et des moteurs diesel plus efficaces. Cependant, ces efforts nationaux ciblent les flottes de la Baltique et du Pacifique, qui ne sont pas liées à la guerre en Ukraine. Des navires censés être opérationnels restent à quai pour réparation, faute de pièces détachées, ou à cause d'un entretien insuffisant, lié au détournement de fonds. La corruption détourne les fonds destinés aux achats, tandis que les planificateurs militaires coordonnent les opérations avec l'infanterie. Cela n'existe tout simplement pas. Les entrepreneurs russes subissent un contrôle centralisé, des approbations interminables, et un sous-financement chronique qui les force à accepter des paiements inférieurs au marché. Cela crée un cercle vicieux, où l'équipement militaire russe fonctionne à peine, échouant souvent de façon catastrophique au pire moment possible. Mais la Russie est confrontée à un autre problème fondamental, au-delà de la capacité de production et de la géographie. Vous voyez, la Russie ne possède pas une, mais 4 grandes marines distinctes, la mer Noire, la Baltique, le Nord et le Pacifique. Toutes ces flottes ont des ports d'attache différents, qui sont pratiquement isolés les uns des autres. La Russie n'a aucun moyen de transporter des navires par voie terrestre ou maritime entre eux, surtout en cas de conflit ouvert. La Turquie contrôle les détroits reliant la mer Noire à la Méditerranée grâce à la Convention de Montreux de 1936 en temps de guerre. La Turquie peut interdire l'accès aux détroits aux navires de guerre étrangers, y compris russes hors flotte de la mer Noire. La Russie ne peut renforcer ses pertes en mer Noire qu'avec les navires dont les ports d'attache sont sur cette mer, sans utiliser ceux d'autres flottes. Chaque partie de la marine russe est effectivement bloquée dans son port d'attache, incapable de soutenir des opérations ailleurs, à l'ouest. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN signifie que toute tentative de quitter les ports baltes ferait face à des batteries de missiles anti-navires sur les côtes finlandaises et estoniennes, ainsi qu'à des sous-marins suédois, ultra silencieux, rôdant dans les eaux étroites de la Baltique. La flotte du Nord, basée sur la péninsule de Kola, opère dans un théâtre complètement différent, axé sur les opérations arctiques et la dissuasion stratégique par sous-marin. Ces moyens ne peuvent pas aider en Ukraine. La flotte du Pacifique fait face à un isolement similaire. Séparée de la Russie européenne par l'ensemble du continent asiatique, cette fragmentation géographique signifie la force théorique de la Russie, avec plus de 80 navires de la flotte de la mer Noire au début de la guerre, représente l'ensemble de la puissance navale qu'il pouvait déployer. Les pertes seront comblées uniquement par de nouvelles constructions issues de chantiers navals en difficulté. Comparez cela à l'OTAN, où les membres coordonnent et déplacent des moyens navals dans le monde entier. Les groupes aéronavals américains peuvent être déployés de Norfolk vers la Méditerranée. Les navires français et britanniques peuvent opérer côte à côte sans difficulté. La marine russe existe en poches isolées,
chacune incapable de soutenir les autres, créant ainsi des vulnérabilités stratégiques que l'Ukraine a exploitées brillamment. Alors, quel avenir attend la marine russe ? La réalité brutale est que les forces terrestres et aériennes de la Russie ont été tellement épuisées en Ukraine que les préoccupations navales figurent à peine sur la liste des priorités de Moscou. La modernisation navale prend des années et coûte des milliards. La Russie n'a ni les années ni les milliards à consacrer à cela, alors qu'elle mène une guerre d'usure en Ukraine. La solution la plus probable pour maintenir une quelconque force navale pourrait être d'acheter des navires à la Chine. Un renversement complet des tendances historiques. Là où la Chine achetait du matériel militaire russe pendant la guerre froide et la période post-soviétique immédiate, la Russie fournissait à la Chine des avions de chasse, des sous-marins et des navires de surface. Aujourd'hui, l'industrie navale chinoise surpasse largement la russe, et sa technologie dépasse les conceptions russes, dans de nombreuses catégories. Si la Russie devient dépendante des navires chinois, cette dépendance s'étend au-delà du matériel pour englober les priorités de la politique intérieure et étrangère chinoise. La Chine pourrait utiliser la vente de navires de guerre pour obtenir des concessions sur tout, des prix de l'énergie aux différents territoriaux, en passant par le soutien diplomatique aux Nations Unies. Ce schéma s'est établi tout au long de la guerre. La Russie importe des produits électroniques chinois, des machines-outils et des technologies à double usage, tout en exportant du pétrole et du gaz naturel à prix réduit. La relation devient de plus en plus asymétrique, la Russie occupant le rôle de partenaire subalterne dépendant de la bonne volonté chinoise. La dépendance navale viendrait renforcer cette dynamique, transformant la Russie d'une puissance navale indépendante en une nation dépendante des chantiers navals chinois pour son avenir maritime. Mais les implications de ces événements vont au-delà de la Russie. La révolution navale de l'Ukraine démontre que les hiérarchies traditionnelles de puissance navale s'effondrent. Les coûteux navires de guerre conçus pour affronter d'autres navires deviennent soudainement vulnérables face à des essaims de drones bon marché. Les armées occidentales s'en préoccupent. Les leçons de la victoire navale ukrainienne, digne de David contre Goliath, transformeront la conduite des futurs conflits maritimes. Les tactiques de drones marins éprouvées en mer Noire pourraient inspirer la planification de la défense de Taïwan si la Chine tente une invasion. Des dizaines de drones sous-marins et de surfaces déployées au large des côtes pourraient dévaster une force d'assaut amphibie. Lorsque cette guerre prendra finalement fin, les académies militaires du monde entier enseigneront les tactiques navales ukrainiennes. Car c'est le moment où la guerre asymétrique a définitivement prouvé que l'innovation l'emporte sur le nombre, que le désespoir engendre le génie, et que l'avenir appartient à celui qui s'adapte le plus vite. La flotte de la mer Noire de la Russie n'a pas seulement perdu face à l'Ukraine, elle a perdu l'avenir même de la guerre. Et cet avenir est arrivé grâce aux ingénieurs ukrainiens, travaillant dans des garages, sous des bombardements quotidiens, construisant des bateaux drones à partir de pièces de jet-ski et d'électronique grand public. Prouvant que vous n'avez pas besoin d'une marine pour gagner une guerre navale, il suffit d'être plus intelligent que son ennemi. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur le fait que les sous-marins nucléaires russes ne sont pas aussi impressionnants qu'on le pense, regardez cette vidéo. Et pour plus d'analyses et d'actualités sur la guerre et la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show.